Alternative citoyenne, l'intelligence au service du développement. Alternative citoyenne, de la politique autrement. Alternative citoyenne, l'intelligence au service du développement. Alternative citoyenne, de la politique autrement. À la solution B. Solution B. Éducation guide qui ont visibilité. Nous défendons du projet, nous n'avons développement sous amé, ouais, vous comme nous remuez. Harun décidé le texte qui n'a pas. Haré du jungle, n'a qu'un femme de toi. Tant nous menons à la table, on tient le dorlo. Sous le Sénégal, on a tout ça. Ouais, non, non, non. Nous devons nous dire socialisme. Communisme, nous libéral, non. Intérêt du peuple Sénégal, maman, New York, oh, non, non. Le don du soir pour le mouvement. Alternative citoyenne. Le don du soir pour le mouvement. Alternative citoyenne. Le don du soir pour le mouvement. Alternative citoyenne. Le don du soir pour le mouvement. Oser l'avenir. Alternative citoyenne, l'intelligence au service du développement. Alternative citoyenne, de la politique autrement. Alternative citoyenne, l'intelligence au service du développement. Alternative citoyenne, de la politique autrement. Faire de la politique autrement. Alternative citoyenne. Génération consciente, la voix folle. Nous osons, oui, l'avenir. Nous le voyons, l'avenir. Alternative citoyenne. Oh non, oh non. Oh non, non, non. Alternative citoyenne. Alternative citoyenne. Alternative, yeah. Alternative citoyenne. Alternative citoyenne. Cœur meurtri par la monotonie politicienne. Ouais, donc, rechercher sans nous issue la solution. Ouais, jusqu'au jour je l'ai croisé, enseigner la politique autrement. C'est de taper dans nos cœurs. Les idées me rappellent l'africanité. Les idées me désignent le Sénégal, non. La vision me montre la perte de nos valeurs culturelles. Oh non, car l'évolution nous donne la force de tout changer. Car une autre politique est possible. Il faudra juste s'unir pour le bâtir. Ouais, non. Alternative citoyenne, l'intelligence au service du développement. Alternative citoyenne, de la politique autrement. Alternative citoyenne, l'intelligence au service du développement. Alternative citoyenne, de la politique autrement. À la solution B. À la solution B. Éducation guide qui ont visibilité. Nous défendons du projet, nous
Le temps nous sera pour le mouvement. Oser l'avenir. Alternative citoyenne. Dans le service du développement. Alternative citoyenne. De la politique au mouvement. Alternative citoyenne. Dans le service du développement. Alternative citoyenne. De la politique au mouvement.
Mes chers compatriotes, chers amis du Sénégal, chers Sénégalais de l'intérieur et ceux de la diaspora, chers amis du Sénégal qui vivent parmi nous, je voudrais tout d'abord, à l'entame de mon propos, vous présenter à tous mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Je voudrais également prier pour que cette année 2019 soit une année de paix, surtout au Sénégal et dans le monde, une année de santé, une année de prospérité et une année en tout cas d'accomplissement de tous les vœux à quelque niveau que ce soit. Donc je voudrais donc à l'entame de mon propos m'excuser par rapport au petit retard, mais me réjouir également, rendre grâce à Dieu de pouvoir aujourd'hui, ici et maintenant, ici à Dakar, au Sénégal, vous livrer mes impressions sur l'actualité politique nationale en ma qualité d'acteur politique, puisque je suis président du parti Alternative Citoyenne, par ailleurs membre de la coalition Osez l'avenir dirigée par la présidente Aïssata Tall Sall. Au demeurant, je voudrais à l'entame de mon propos également féliciter la présidente Aïssata Tall Sall pour sa détermination, pour son abnégation et pour avoir avec brio en tout cas conduit la coalition Osez l'avenir depuis les élections législatives où elle a été élue députée du Sénégal vers en tout cas cette candidature à la candidature de la présidentielle de 2019. Ce qui s'en est suivi, nous savons tous, et donc ce sera l'objet aujourd'hui, en tout cas, de ces échanges que je voudrais amorcer avec vous, puisque j'ai été un acteur au cœur du dispositif, puisque j'ai été le représentant de la coalition Osez l'avenir, et en compagnie du mandataire Bocar Sedikh Kane, nous avons été ensemble dans toutes les phases, en tout cas, de cette candidature au Conseil constitutionnel. Et j'ai eu l'insigne honneur d'avoir été le représentant de la coalition Osez l'avenir le jour même de la vérification de nos parrainages. Donc j'étais personnellement dans la salle du Conseil constitutionnel. Donc je parlerai de choses que je maîtrise, de choses que j'ai vécues, ni plus ni moins, parce que je ne suis pas dans l'approximation. Donc je parlerai concrètement de ce qui s'est passé. Mais avant tout cela, je voudrais également féliciter l'ensemble des candidats à la candidature, ceux dont les dossiers sont déjà validés et également les autres dont les dossiers ont été recalés. Mais je voudrais leur dire la fierté qui m'habite, en tout cas d'avoir croisé tous ces candidats, tous ces leaders d'opinion au Sénégal lors de ces moments extrêmement troubles de notre histoire politique. Je voudrais leur dire en tout cas la fierté et les féliciter encore et leur dire que le combat n'est pas encore terminé. Nous avons certes perdu une bataille, mais nous n'avons pas encore perdu la guerre. La seule guerre qui vaille aujourd'hui, c'est la stabilité du Sénégal, c'est la préservation de l'état de droit et c'est la sauvegarde de notre démocratie qui, nous le savons tous, est en train de reculer très dangereusement d'ailleurs. Et je voudrais donc, après cette première en tout cas, présentation, maintenant venir un peu sur le principe du parrainage et ce qui explique aujourd'hui, en tout cas, les perturbations nombreuses que le Sénégal est en train de vivre. Perturbations que nous souhaitons également encadrer, puisque nous sommes nous de ceux qui pensent que le combat politique, l'adversité en politique ne signifie pas de haine. Donc moi, je n'ai absolument aucune haine par rapport à qui que ce soit. Je suis un acteur politique engagé au service exclusif du peuple du Sénégal. Nous avons notre mot à dire dans la marche du pays et nous le ferons dans la contradiction, dans le respect de la démocratie, dans le respect également des valeurs cardinales qui fondent notre société du Sénégal, c'est-à-dire le Djom, le Ngor, le Kersa, Yad ak Teggin. Donc cela est extrêmement clair, parce que dans le cadre de la coalition Osez l'avenir, nous sommes de ceux qui pensent que l'élégance démocratique s'entend d'un comportement républicain vertueux, d'une attitude citoyenne responsable et d'un échange de propos courtois entre adversaires politiques. Donc, nous ne tomberons jamais dans l'animosité. Nous sommes des adversaires politiques et il nous appartient en tant qu'acteurs politiques de préserver cette quiétude des populations. Donc, je voudrais rassurer tout le monde sur cela et que ça a toujours été, en tout cas, ça a toujours été le principe fondamental au sein de la coalition Osez l'avenir. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé au Sénégal? Le Sénégal, comme vous le savez tous, tangue aujourd'hui dangereusement
vers l'autoritarisme parce que c'est la première fois dans notre histoire politique qu'on s'achemine vers des élections qui risquent d'être extrêmement perturbées si nous ne redressons pas la barre. Je voudrais rappeler sincèrement que le code électoral consensuel de 1992, à l'époque du président Abdou Diouf, ce code électoral de 1992 consensuel avait admis l'avènement de la première alternance politique au Sénégal, celle de 2000, et depuis 25 ans, donc le Sénégal a toujours eu un code électoral consensuel. Et donc c'est la première fois dans notre histoire politique qu'on s'achemine vers les élections avec un code électoral qui a été adopté par un coup de force et comme vous le savez tous, excusez-moi, et comme vous le savez tous, comme je disais, c'est la première fois depuis 25 ans que le Sénégal s'achemine vers les élections. Attention, et nous devons réagir. Nous devons réagir parce que, comme je le dis, la préservation de l'état de droit et de la démocratie nous incombe tous. Quand on veut construire un pays, on ne souhaite pas que ce pays-là brûle. Et c'est notre point de vue. Le parrainage, vous le savez, nous, dans le cadre de la coalition Osez l'avenir, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut rationaliser le régime politique. Nous pensons effectivement qu'il faut rationaliser pour que des candidatures sérieuses puissent avoir lieu, pour que des gens crédibles puissent peupler l'espace politique. Et de ce point de vue-là, nous sommes totalement en phase avec ceux qui ont théorisé le parrainage pour éviter des candidatures fantaisistes. Mais ce que la présidente Aïssata Tall Sall, le député du Sénégal, avait dit, et ce discours le 19 avril 2018 avait retenti, au-delà de l'hémicycle, avait retenti dans le monde entier. Parce qu'elle parlait à l'époque, elle disait que la démocratie c'était la loi du nombre, mais que le consensus était la loi des grands hommes. Et que la loi des hommes, et que seuls les grands hommes peuvent arriver à un consensus. Donc nous pensions, et nous militions à l'époque, pour qu'on puisse prendre le temps nécessaire de discuter cette loi sur le parrainage, d'en fixer les modalités pratiques, et de pouvoir arriver à un code électoral consensuel comme ça a été le cas depuis 1992. Cela n'a pas été respecté. Et je voudrais également rappeler à ces nombreux spécialistes superficiels qui sont à travers les réseaux sociaux et qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. La coalition Osez l'avenir, dont en tout cas j'ai eu l'insigne honneur de faire partie, Maître Aïssata Tall Sall faisait partie de ces opposants qui avaient répondu oui à l'appel au dialogue du président de la République, Macky Sall. Elle y était allée en toute sincérité, en toute franchise, en bonne républicaine. Elle y est allée, elle a été au cœur des discussions et elle s'est retirée de ces discussions à partir du moment où elle a compris que c'était un simulacre de dialogue et que la volonté était réellement affichée de faire passer le parrainage par coup de force. Voilà concrètement ce qui s'est passé. Et il s'en est suivi son discours, sa déclaration à l'Assemblée nationale du Sénégal le 19 avril. Le 19 avril, elle avait effectivement donc parlé de ce nécessaire consensus. Mais bien avant cela, quand l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, avait à l'hémicycle présenté le projet de refonte du fichier électoral, elle avait déjà averti que ça allait déboucher sur des perturbations. Les archives sont là. Elle avait interpellé à la représentation nationale le ministre Abdoulaye Daouda Diallo pour leur dire qu'il n'y avait aucune pertinence de pouvoir aller vers une refonte du fichier électoral. Et ça a donné aujourd'hui ce que ça a donné. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voudrais donner un point de vue extrêmement clair, axiomatique et sans embarras sur ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Personne ne m'a raconté. J'étais le représentant de la coalition Osez l'avenir. J'ai émargé auprès de la greffière en chef au Conseil constitutionnel et pour des raisons de transparence, j'ai même publié sur Facebook ma convocation au titre de la coalition Osez l'avenir. Donc, j'étais dedans, j'étais un acteur et j'étais au Conseil constitutionnel. Aussi bien le 10 avril, le 10 décembre, quand, accompagné de Bocar Sidiki Kane, nous étions partis déposer la notification de la coalition Osez l'avenir, puis le 11 décembre, au matin, quand nous sommes partis pour
déposer le dossier de candidature avant que je ne sois convoqué pour venir procéder à la vérification. C'était dans la nuit du 28 au 29 décembre. Ce que j'ai réellement vécu au Conseil constitutionnel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand moi, Babacar Ba, je suis arrivé déjà pour déposer le dossier de la coalition Osez l'Avenir, quand, accompagné de Bocar Sédhiou Kane, le 11 décembre, nous sommes rentrés après 22 heures dans les locaux du Conseil constitutionnel. Effectivement, il y avait les sages, il y avait les vigies, et il y avait la greffière en chef et il y avait les deux informaticiens. Au moment où M. Bocar Sédhiou Kane, mandataire, était avec la greffière en train de déposer les actes, moi, Babacar Ba, j'étais assis à côté, entouré des deux informaticiens qui ont pris la clé USB qui contenait les fichiers électroniques de notre coalition. Ces deux informaticiens ont pris la clé USB, ils ont montré à toute la salle, avant de dire nous allons insérer la clé dans la machine, et il y avait un écran géant, donc connecté, donc un vidéoprojecteur connecté à l'ordinateur qui projetait et que donc tout le monde dans la salle regardait. Je voudrais ici dire que les sages du Conseil constitutionnel n'ont absolument rien à voir avec cette procédure de vérification informatique. Ils étaient des observateurs au même titre que moi. Donc deux informaticiens, ils ont mis la clé et ils ont dit, et c'était ça la subtilité, que nous allons répertorier région par région vos nombres de parrainage. Et dès l'instant où ils ont mis la clé, la première chose qu'ils ont faite, ils ont dit que nous allons sauvegarder les données pour des raisons de sécurité parce que la clé peut être défaillante. Donc voilà concrètement ce qui s'est passé. Dans Grand 1, ils ont inséré la clé. Grand 2, ils ont fait une sauvegarde de la clé sur le disque dur devant tout le monde et personne n'a branché. Grand 3, ils ont ouvert le fichier électronique et ils ont répertorié région par région le nombre qu'ils ont répertorié sur un document Word. Et après qu'ils ont imprimé, et à partir de là, ils se sont levés devant tout le monde en disant voilà maintenant la clé qu'on va donner à la greffière qui va sceller la clé. Et donc, on a joué à ça et c'est un simulacre parce qu'on ne peut pas enregistrer une clé USB et puis après prétendre le mettre sous scellé. C'est nonsense, ça n'a pas de sens. Donc, si on doit sceller une clé qui n'est exploitable que le jour J, il ne fallait pas l'enregistrer. Et personne n'a pu s'opposer à cette procédure parce que c'était soit ça, soit on ne prend pas le dossier. Donc voilà concrètement ce qui se passe. Il ne faut pas que les gens qui n'étaient pas dedans puissent venir raconter des conneries. Ce qui s'est réellement passé, c'est cela. Donc, la clé a été sauvegardée, toutes les données comprises sur le disque dur des informaticiens, puis la clé a été scellée dans une enveloppe et donc la greffière a posé donc le cachet pour dire que la clé est scellée et puis après nous sommes sortis de la salle. C'était le 11 décembre. Le 28 décembre, j'ai été convoqué par le Conseil constitutionnel pour venir procéder à la vérification des parrainages de la candidate Aïssata Tall Sall. J'étais convoqué à 21h. Je suis arrivé 1 heure avant au Conseil constitutionnel. Et je suis rentré, la vérification a démarré selon le PV à minuit 15. Donc on est passé dans la nuit du 28 au 29 décembre. À minuit 15, ils ont démarré la procédure de vérification que je vais expliquer ici de façon extrêmement claire et transparente et que personne, je dis bien personne, ne peut contredire parce que j'étais dedans. Quand je suis arrivé, il y avait ce jour-là les juges, les vigies, la greffière et toujours et encore les deux informaticiens. Donc ils ont commencé par amener les cartons papier dans la salle. Donc les cartons papier avec les signatures papier qu'ils ont posées sur la table. Puis la greffière a procédé donc à la procédure d'enlever le scellé. Donc le cinéma a démarré. Donc elle a enlevé le scellé, elle a sorti la clé USB. Et figurez-vous que la configuration a même changé. Parce que le premier jour, le 11, les informaticiens étaient assis à côté de la greffière. Et le jour de la vérification, on les a isolés au fond de la salle, où ils étaient debout tous les deux, et le reste, on était au milieu de la salle. Donc personne ne savait ce qu'ils faisaient là-bas au fond de la salle. Ils avaient un micro sans fil et toujours le vidéoprojecteur qui projetait donc tout ce qui était sur l'ordinateur, sur l'écran géant. Donc nous étions tous spectateurs. Je veux
dire au peuple du Sénégal que personne, je dis bien personne, les juges, les vigiles, société civile, personne ne sait ce qui s'est passé dans cet ordinateur avec cette clé USB. Personne. Il ne faut pas que les gens disent qu'il y a des personnes de la société civile qui étaient là et qui ont procédé à des vérifications. Nous pensons que tout le monde a été manipulé. Parce que je dis que les juges du Conseil constitutionnel, leur métier, ce n'est pas l'informatique. C'est de talentueux juges, mais je ne pense pas qu'ils aient des talents sur l'outil informatique. Nous pensons, et ça nous y reviendrons, qu'ils ont été tous manipulés. Donc les deux informaticiens au fond de la salle ont pris la clé que la greffière leur a donnée. Ils ont mis la clé pour dire, nous allons maintenant procéder à la conversion de vos fichiers avant de les charger dans le système. Donc, première action, les fichiers Excel.xls ont été convertis en .csv, CSV point virgule. Après avoir converti les fichiers .xls en .csv, c'est un autre format beaucoup plus léger, Excel avec les points virgules. Ils ont enregistré encore en .csv, puis ils ont procédé à une seconde conversion de ces fichiers .csv en .txt, format texte. Donc, deuxième action, ils ont converti les .csv en .txt. Et après ces deux conversions, ils ont dit que maintenant nous allons charger dans le système pour procéder à la vérification. Donc, premier problème déjà. Après, naturellement, les problèmes des fichiers qui étaient restés dans nos locaux pendant X jours et que nous pensons qu'ils ont été manipulés. Mais ça, je le démontrerai de toute façon. Donc, premier problème, on charge dans le système pour aller vérifier et que personne, je dis bien personne dans la salle ne nous a dit quel est le fichier de référence à partir duquel les données vont aller matcher, parce que c'est extrêmement simple, quel que soit le logiciel, c'est simplement ce qu'on appelle une recherche V, aller chercher si telle personne, tel numéro de carte d'identité, tel numéro de carte d'électeur existe et existe concrètement sur un fichier de base. C'est simplement ce qu'ils ont fait. Donc, il y a un fichier de base qui doit être le fichier électoral du Sénégal, sur lequel la machine va demander est-ce que M. Babacar Saneba, numéro de carte d'électeur numéro tant, numéro CNI, CEDEAO numéro tant, est-ce que cette personne existe dans le fichier électoral de la région de Thiès, tout simplement. Et c'est ça la vérification, pour se permettre après de dire oui, la personne existe, non, la personne n'existe pas. Ou bien elle n'existe pas dans la région. Parce que dans les motifs qu'ils nous ont donnés, on en a répertorié non électeur, erreur région de vote, doublon, susceptible d'être modifié, et les refus pour CNI non conforme, c'est-à-dire qu'il y a une erreur de saisie dans le numéro de la carte nationale d'identité. Et ce que nous pensons d'ailleurs ridicule, c'est qu'on ne peut pas accepter de remplacer des doublons et ne pas permettre que les gens remplacent une erreur de saisie sur un numéro de carte d'identité nationale. Donc la procédure a été extrêmement vicieuse. Et ce que je vais dire ici, c'est extrêmement simple. Donc, quand ils ont dit on charge dans le système, nous, représentants des partis politiques, des candidats à la présidentielle, nous ne savions pas à aucun moment du processus quel est le fichier de base à partir duquel le contrôle allait être fait. On ne peut pas contrôler une personne sans lui donner au moins les termes de référence d'un contrôle. Et cela a permis par la suite de voir qu'effectivement, ils ont rejeté des personnes au motif qu'ils sont non-électeurs alors que ces personnes disposent de leur carte d'identité CEDEAO, ont déjà voté aux dernières élections. Et comme je dis, dans les locaux du Conseil constitutionnel, dans les locaux, quand vous rentrez en bas, dans la salle d'attente en bas, il y a toutes les archives des dernières élections législatives du Sénégal. Département par département, les cartons et les PV et les signatures sont tous consignés dans les locaux du Conseil constitutionnel. Si aujourd'hui le Conseil constitutionnel se permettait de déclassifier ces archives, les candidats seraient retournés au Conseil constitutionnel pour sortir les PV, pour leur montrer que des personnes qu'ils ont déclarées non électeurs sont effectivement électeurs et que leur signature figure exactement dans leurs locaux. Parce que ces gens-là ont voté en juillet 2017 aux élections législatives dans des bureaux de vote qui existent et ils ont émargé et que ces papiers-là qu'ils ont signés sont consignés aujourd'hui dans les locaux du Conseil constitutionnel. That's as simple as that. That's the fact. Ce que nous disons, c'est la réalité. Personne ne peut l'enlever. Parce que c'est la réalité.
Donc, au moment où ils disent on charge dans le système pour procéder à la vérification, et que je dis bien personne, aucun représentant n'a le pouvoir de demander quoi que ce soit. C'est-à-dire, on vient, on vous demande de vous asseoir, vous signez des documents et c'est la procédure. Il n'y a pas de questions à poser, il n'y a absolument rien. Moi, personnellement, j'ai demandé quel est le fichier de référence, on m'a dit on lance la vérification dans le système. Voilà ce qui s'est réellement passé. Il ne faut pas que des spécialistes des réseaux sociaux, des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé là-bas viennent ici nous raconter des conneries. Ce qui s'est réellement passé, c'est ça. Et puis, donc, ils ont lancé la vérification. Dans le tableau de vérification, c'est extrêmement simple. C'est un tableau qui répertorie en bas en rouge deux choses. Nombre de sites parrains vérifiés et sur l'autre côté, toujours en bas en rouge, nombre de parrains rejetés. Et la moulette est lancée et les représentants et toutes les personnes dans la salle assistent au cinéma qui est orchestré par ces deux informaticiens-là. Et donc, on va vérifier des parrainages sur le système. Personne ne sait quelle est la base, sauf ceux, effectivement, qui ont manipulé et qui ont instrumentalisé tout cela pour, au final, rejeter plus de à peu près 20 candidats sur les 27 à la présidentielle de 2019. Cette situation, elle est triste, elle est catastrophique, puisque nous pensons que l'élégance démocratique aurait commandé de pouvoir vérifier dans les règles et que ceux-là qui n'ont pas atteint le minimum de parrainage puissent accepter les règles du jeu et qu'on puisse aller vers des compétitions électorales apaisées, démocratiques et que le meilleur gagne. Nous sommes nous de ceux qui pensent que si tout était totalement en phase, normal, en conformité, consensuelle, nous serions les premiers à féliciter les vainqueurs. Parce que c'est notre comportement et c'est notre façon de faire de la politique. Nous ne faisons pas de la politique pour brûler le Sénégal. Nous faisons de la politique pour mettre l'intelligence au service du développement. Nous faisons de la politique pour changer fondamentalement la donne. Nous faisons de la politique pour améliorer le quotidien des populations, pas pour créer des situations de tension, de perturbation dans le pays. Mais il ne faut pas quand même que ceux-là qui ont la latitude de diriger, de conduire aux destinées du Sénégal, il ne faut pas que ces gens-là créent des conditions de survenance, de crise susceptibles de perturber la quiétude sociale. Et c'est ça le danger. Et aujourd'hui, tous les républicains, tous les démocrates doivent parler parce que le Sénégal s'achemine vers des lendemains extrêmement difficiles. Et nous devons réagir. Mes propos, ce sont les propos d'un citoyen. Parce que la vie ne s'arrêtera pas, pour ma part, à la candidature de Maître El Tall Sall. Si elle était candidate, on se serait battu en toute légalité, en toute démocratie, mais de façon extrêmement fair play, parce que nous avons nos idées que nous devons donner pour le Sénégal, et jamais, je dis bien jamais, nous ne verserons dans la violence politique. Jamais. Aujourd'hui, ils ont décidé qu'elle ne sera pas candidate, la vie ne va pas s'arrêter. Nous allons continuer notre combat politique, puisque la temporalité politique, ce n'est pas qu'une élection présidentielle. Nous mettons tout de suite le cap sur les élections locales, et là, c'est pour ma part, en tout cas, c'est la phase 2 de mon engagement politique. Et là, nous y reviendrons sans embâche, de façon extrêmement claire et transparente. Mais le Sénégal, quand même, a toujours compté, dans ces moments-là, sur ses enfants. Le Sénégal s'est toujours relevé de ces perturbations. En 2000, quand après 40 ans de pouvoir, le régime socialiste a perdu le pouvoir, ils avaient accepté la volonté populaire. Et le président Diouf avait félicité son rival, le président Abdoulaye Wade, créant ainsi les conditions de la première alternance démocratique au Sénégal. Pendant 12 ans, le président Wade a fait de grandes réalisations pour le Sénégal. Et personne ne peut lui enlever cela. Et il y a eu, en 2012, une autre volonté populaire extrêmement claire de vouloir changer. Et nous avions changé. Et le président Wade, démocrate qu'il a toujours été, avait aussi félicité son principal rival, qui était le président Macky Sall. Que d'ailleurs moi-même, je faisais partie de ceux-là qui avaient voté pour le président Macky Sall au second tour, puisque nous voulions une autre alternance au Sénégal. Et 7 ans après, la déception, elle est de taille,
Mais nous restons toujours des républicains et des démocrates. Moi, je dis, je n'ai aucun problème personnel avec le président Macky Sall. C'est une personne que je respecte, c'est la clé de voûte de nos institutions, c'est le président de tous les Sénégalais. Je lui souhaite bonne chance, mais je ne suis pas d'accord avec sa vision politique. Et je travaille et je milite pour alterner son régime en toute transparence, en toute démocratie, ni plus ni moins, et ça ne changera pas. Ce qui me préoccupe, ce qui m'intéresse moi, c'est le Sénégal, ce n'est pas des personnes. Et le combat politique que je mène, je n'attends que la bénédiction d'Allah, ni plus ni moins. Je ne cherche à faire plaisir à personne. Ce que je fais, je pense que, comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et c'est mon appel au président Macky Sall de calmer le jeu, puisque on s'achemine vers des lendemains extrêmement difficiles. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une tentative, en tout cas il y a des manipulations extrêmement claires et transparentes. D'abord, on a manipulé notre justice, que nous avons tous dénoncé pour éliminer des candidats. Puis, c'est par la phase du parrainage qu'on a manipulé les fichiers pour en éliminer d'autres. Et pour qu'au finish, arriver à une élection où un premier ministre en exercice avait prédit, malheureusement, qu'il y aurait 4 ou 5 candidats face au président, violents et bafouant littéralement les règles simples de la démocratie, de laisser, parce que le Conseil constitutionnel procède du pouvoir judiciaire, donc c'est le pouvoir judiciaire, la séparation des pouvoirs dicte l'impérieuse nécessité de ne pas s'immiscer dans cela. Donc ce n'est pas au Premier ministre du Sénégal, qui est le numéro 2 de l'exécutif, de dire qu'on s'achemine vers des élections avec 5 candidats. C'est violer la séparation des pouvoirs. Et c'est dire comment c'est extrêmement grave aujourd'hui la situation du Sénégal. Et pourtant les gens oublient cela. La hauteur républicaine commande autre chose. On aurait dû laisser le Conseil constitutionnel faire son travail. On aurait dû, à partir du moment où il y avait des candidats à la candidature, leur remettre le fichier de base qui servirait de contrôle. C'est ça. Si la loi dit que le fichier doit être remis aux candidats, là encore, la loi ne peut pas. La loi, ce sont les hommes qui font la loi. On aurait dû, si on avait discuté des modalités pratiques du parrainage, si on n'avait pas voté cette loi du parrainage sans débat à l'Assemblée nationale le 19 avril, on aurait pu arriver sur des décrets d'application ou des lois en tout cas et des règlements qui auraient permis de régler tous ces problèmes-là. Mais tout, je dis bien tout, a été fait par un coup de force dans la précipitation. Et il ne sert absolument à rien d'avoir gagné par la force si on pouvait le faire dans la droiture et dans le respect du droit. Parce que la gloire, c'est ça, c'est vaincre dans le respect du droit. C'est ça la gloire, mais ce n'est pas de vaincre par la force, de toute façon. Donc nous pensons que le Sénégal mérite mieux que ça. Et nous sommes interpellés en tant qu'acteurs politiques. Et donc nous devons alerter. D'abord, alerter le président Macky Sall, qui est la clé de voûte de nos institutions et qui est le garant de notre charte fondamentale. C'est la mission qui lui a été assignée par le peuple du Sénégal. De lui dire que ces élections, de toute façon, je ne parle même pas de qui va gagner. Nous pensons que même celui-là, même ceux-là même, qui seront présents en février 2019 ne procèdent que de la volonté d'Allah, pour ma part. Parce que moi-même, je peux ne plus être là, lui-même peut ne plus être là. Puisque ça ne procède que de la volonté du Seigneur. Être présent et être vivant pendant ces élections. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que le Sénégal mérite mieux que cela. Le Sénégal vote depuis 1848. Aujourd'hui, tous les grands journaux du monde ont commenté ce qui va se passer au Sénégal. C'est la première fois qu'on s'achemine vers une élection présidentielle sans femmes. Après tout ce que le Sénégal a fait dans la parité, après tout ce que nous avons fait dans les problématiques du genre, après toutes les avancées fondamentales que nous avons eues, on s'achemine pour la première fois vers des élections totalement dénaturées. Très peu de candidats, absence des femmes, et ça veut dire simplement que le Sénégal vit un recul démocratique, ni plus ni moins. Moi je dis bien, moi j'ai des amis à l'APR, j'en ai beaucoup, et je leur souhaite que le meilleur. Ce que je dis ici, ça n'a absolument rien de personnel. Si j'étais aujourd'hui du côté du président de la République, j'aurais tenu ce même discours. Le Sénégal ne mérite pas cette situation que nous sommes en train de vivre. Rien ne l'explique. Et nous devons changer cela. Mais nous sommes dans un combat politique.
Et nous allons combattre de toute façon. Nous ne baisserons jamais les armes parce qu'à la fin du jour, la victoire, nous pensons que la victoire n'appartiendra qu'aux endurants. Et nous sommes très endurants au titre de nos prescriptions divines. Donc nous mènerons le combat, Inch'Allah. Mais je voudrais vraiment, encore une fois, lancer un appel solennel au président Macky Sall. Lui dire que cela même aujourd'hui qui lui conseille de continuer avec des œillères pour continuer sa volonté de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ce n'est pas cela entrer dans l'histoire, Monsieur le Président. Si vous voulez rentrer dans l'histoire, Monsieur le Président Macky Sall, vous devez changer. Vous devez changer et vous devez faire en sorte que personne, je dis, dans ce pays n'ait l'impression que le droit et la justice ont été utilisés et manipulés pour contraindre qui que ce soit. C'est votre responsabilité. Maintenir les balances de la justice égale, Monsieur le Président Macky Sall, c'est votre responsabilité. Est-ce que vous êtes dépositaire de la confiance de la majorité des Sénégalais, au-delà du parti politique que vous dirigez? Vous êtes dépositaire de la confiance de la majorité des populations sénégalaises aux dernières élections. That's what it is. That's a fact. Donc, au soir de votre carrière politique, vous serez le seul responsable devant l'histoire et devant les hommes. Et le jeune président que vous êtes, né après les indépendances, moi je vous souhaite une sortie honorable. Pas cela. Ceux-là aujourd'hui qui sont autour de vous pour des questions d'intérêt personnel, pour des questions d'argent, pour des questions de l'argent public qu'ils sont en train de dilapider, pour construire des immeubles, pour acheter des voitures à ne plus finir, pour vivre dans l'opulence et qui, à longueur de journée, vous trompent, vous ne méritez pas de sortir ainsi. Vous devez réagir. C'est l'appel d'un Sénégalais que je suis, acteur politique, qui vous souhaite tout le bien du monde, parce que moi je n'ai aucune haine contre qui que ce soit. Je suis un républicain, je suis un démocrate, je suis très transparent dans mon engagement. À chaque fois que votre gouvernement, M. Macky Sall, a fait de belles réalisations, moi, Babacar Ba, je vous ai félicité publiquement, sans embâche. À chaque fois que je n'ai pas été d'accord, je l'ai dénoncé vigoureusement, sans embâche, parce que c'est cela le sens de mon engagement politique. Ce n'est pas de dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est de toujours dire la vérité. Et aujourd'hui, je voudrais du fond du cœur vous donner ce conseil. Au soir de votre carrière politique, même si vous gagnez dans la force, dans 5 ans, ce sera terminé. Au soir de votre carrière politique, rappelez-vous ce que l'histoire retiendra de vous. Et je souhaite que l'histoire retienne de belles choses pour vous, parce que vous êtes un président jeune, vous portez beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance, et je pense que vous méritez une sortie honorable. Cela qui vous pousse aujourd'hui à faire ce que vous êtes en train de faire ne vous rend pas service, Monsieur le Président. Vous ne devez pas faire moins que vos prédécesseurs. Et vous avez encore le temps de changer la donne. Et c'est ce que je vous souhaite. Et pour notre part, nous serons en face de vous, en veille, en permanence, pour dire ce que nous pensons dans la marche du Sénégal. Quel que soit ce qui va se passer en 2019, nous serons bien présents, Inch'Allah, pour dire et pour donner nos avis sur la marche du Sénégal. Ni plus, ni moins. Parce que c'est comme ça. C'est ça le sens de notre engagement en politique. Donc, je voudrais revenir un peu en arrière sur, concrètement, après le contrôle de ce qui s'est passé. Au titre de la coalition Osez l'Avenir, nous avons déposé 56 138 signatures. Après contrôle, nous avons eu un peu plus de 6 234 doublons, donc susceptibles d'être modifiés, et 39 775 rejets pour autres motifs, et ces rejets pour autres motifs ne sont pas régularisables. Et donc ça veut dire qu'au soir du contrôle, le 29 décembre, dans la nuit du 28 au 29, après le contrôle, avec le premier procès verbal qui était affiché sur l'ordinateur, nous étions déjà convaincus et de façon irréfragable que notre candidature a été rejetée. Et nous avons attendu, en bon démocrate et en bon républicain, de recevoir du Conseil constitutionnel le procès verbal le 2 janvier. Donc du 28 décembre, dans la nuit du 28 au 29, jusqu'au 2 janvier, personne, je dis bien personne, n'a entendu la coalition Osez l'Avenir dire quoi que ce soit. Parce que nous avons respecté l'institution qu'est le Conseil constitutionnel. Et quand le 2 janvier, moi, Babacar Ba, je suis parti récupérer le PV du contrôle, donc le 2 janvier,
Donc j'étais convoqué, comme tout le monde, à partir de 10h, et vous savez que nous sommes rentrés après, je pense, quelle heure? En tout cas, nous avons attendu plus de 3 heures. Et c'est là où, effectivement, le Conseil constitutionnel nous a donné des fiches là que je vais vous montrer. Donc, de façon très transparente, des fiches comme ça, avec... Donc, ça, ce n'est pas les documents que nous avons déposés, c'est les documents que le Conseil constitutionnel nous a remis. Avec en haut, motif de rejet, la région qui est ici, motif de rejet, et donc, numéro d'électeur, prénom, nom, numéro 4 CEDEAO, la référence. Donc la référence, c'est toujours la candidate plus la région et un chiffre après. Donc voilà les documents que le Conseil constitutionnel nous a donnés. Dans les motifs de rejet, il y a non-électeur, il y a donc non-électeur, et il y a non-électeur, et il y a d'autres motifs de rejet où on a région de vote non conforme, c'est-à-dire qu'un électeur de la région de Saint-Louis qui se retrouve dans la région de Fatick, qu'on rejette, ce que nous pensons déjà ridicule, puisque si la personne est électeur, il est sénégalais, c'est un parrain, on ne comprend pas pourquoi on le rejette. C'est-à-dire que l'erreur de région aurait dû être décelée et permettre au candidat de le rectifier, parce que c'est un Sénégalais qui est électeur et c'est un parrain qui a officiellement donné son accord pour parrainer. Donc si on peut, la possibilité, la faculté d'échanger des doublons, on aurait aussi donné au candidat la faculté d'aller changer l'erreur de région, tout simplement. Et il y a un autre motif d'erreur, CNI non conforme. Et encore une fois, si le numéro de la carte d'électeur, le numéro électeur est conforme et qu'il puisse avoir éventuellement une erreur de saisie au moment de la saisie informatique sur un chiffre sur le numéro de la carte d'identité, là aussi, le Conseil aurait dû permettre aux candidats, si tout était transparent et s'il n'y avait pas une volonté manifeste d'éliminer des candidats, le Conseil aurait dit aux candidats, ici, le nom et le prénom sont corrects, le numéro électeur est correct, mais il y a une erreur sur le numéro de la carte d'identité, il faut le changer. Et il y a donc un autre motif pour région de vote non conforme, donc doublon c'est de modifier, non électeur et erreur sur la carte d'identité. Donc voyez-vous, tout a été fait, je dis bien tout, pour restreindre au maximum possible le nombre de candidats. Parce que si on permet à une personne de venir déposer un doublon, et que le doublon, ce n'est pas le candidat qui est responsable, c'est la personne, le parrain qui est responsable. Et d'ailleurs, on y reviendra parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 174 000 Sénégalais répertoriés comme ayant signé doublement, et nous attendons les actions du procureur de la République, parce que sans cela, la loi aurait été bidon, puisqu'on ne peut pas dire et voter une loi en disant que les gens qui vont parrainer doublement seront punis la loi, et qu'après on va laisser 174 000 Sénégalais dans la rue, et ça encore, ce n'est pas la loi. La loi, elle est impersonnelle et elle doit s'appliquer à tous, erga omnes. Donc nous attendons, je pense dans 6 mois, le procureur de la République. Sinon, ce serait décrédibiliser encore cette loi du parrainage. Donc concrètement, je voudrais attirer l'attention, puisque la présidente Aïssata Tall Sall a fait sa première déclaration face à la presse nationale et internationale. Quand nous sommes sortis du Conseil constitutionnel le mercredi 2 janvier, nous sommes partis directement au cabinet de Maître Aïssata Tall Sall, qui, comme vous le savez tous, est une talentueuse avocate. Donc c'était un dossier pour elle. La première chose qu'elle a faite, c'est de prendre la région de Saint-Louis, qui est sa région naturelle, et de prendre la ville de Podor, qui est sa base politique, où elle est maire. Et en épluchant les fichiers, les rejets pour non-électeurs. Non-électeurs, c'est-à-dire que la personne n'existe pas sur le fichier électoral. Elle se rend compte de ce qu'elle a dit à la face du monde, que des membres de sa propre famille et presque la moitié de son conseil municipal, à commencer par M. Mansour Sall, premier adjoint au maire à la commune de Podor, ont été rejetés pour non-électeurs. Je pense que ce matin, le maire de Podor, le premier adjoint du maire de Podor, a publié sur les réseaux sociaux sa carte d'identité CEDEAO. Et comme je dis, quand le Conseil constitutionnel rejette, parce que moi je ne parle pas de choses que je ne maîtrise pas, par principe. Monsieur Amadou Mahtar Tall, c'est le jeune frère de maître Aïssata Tall Sall, Amadou Mahtar Tall, qui est électeur, et dont le Conseil constitutionnel a rejeté pour motif non électeur. Nous avons versé dans le dossier une copie de sa carte d'électeur. J'ai ici quelques exemples quand je prends une dame à Podor qui s'appelle Fatimata Tall. Je ne parle pas de... Je ne suis pas dans l'approximation. Fatimata Tall, elle est là.
le Conseil constitutionnel nous dit que cette personne est non électeur. Ici, il y a son numéro de carte d'électeur, son prénom, son nom de famille, son numéro de carte CEDEAO et la référence. Voici la carte d'identité de Mme Fatoumata Tall. Elle est là, sa carte CEDEAO. Ce n'est pas une ancienne carte, c'est une carte d'identité CEDEAO. Et ici, elle vote à l'école Racine Cheikh Sow dans le bureau numéro 1, dans la région de Saint-Louis et dans la commune de Podor. Elle est là. Elle a voté en 2017 à l'école Racine Cheikh Sow dans le bureau numéro 1 et elle s'appelle Fatimata Tall. Elle est née le 10 mai 1987 à Podor. Sa carte d'électeur, sa carte d'identité CEDEAO est là. Et ici, le Conseil constitutionnel du Sénégal nous dit que Mme Fatimata Tall, ici, est non électeur. Et des dossiers comme ça, le Conseil constitutionnel nous en a rejeté 39 775. 39 775. Voilà concrètement ce qui s'est passé. Jusqu'à l'extinction du soleil. Je dis bien, moi je défie le Conseil constitutionnel. Jusqu'à l'extinction du soleil, de nous dire que ces personnes-là ne sont pas électeurs. Maintenant, s'il y a un autre fichier électoral dont les Sénégalais ne sont pas au courant, très certainement ils ne sont pas électeurs sur ce nouveau fichier électoral, mais en tout cas sur le fichier électoral. Parce qu'au titre d'une refonte électorale, quand on fait une refonte d'un fichier électoral, nous avons voté en 2017. La loi dit à l'approche de chaque élection, il faut une révision électorale. Au titre d'une révision électorale, il ne faut pas que nous le déchets, nous Sénégalais. Quand il y a révision électorale, voilà ce qui se passe. Les primo-votants, c'est-à-dire que les jeunes qui atteignent la majorité, qui n'ont jamais voté, vont venir s'inscrire. Donc ça, c'est des nouveaux inscrits. Ceux-là qui demandent à changer de circonscription électorale, c'était mon cas, moi, avant les élections de 2017. Je votais en France. Avant les élections de juillet 2017, j'ai changé de circonscription électorale puisque j'ai voté à Mbour. Donc j'étais parti à la préfecture de Mbour avant les élections de 2017. Et c'est là-bas où je me suis inscrit sur les listes électorales de Mbour, ce qui a fait que dans ma carte d'identité CEDEAO, aujourd'hui, je vote à Mbour, à l'école Nicolas Songo Faye, dans le bureau numéro 4 à Mbour-Toucouleur. Donc une révision électorale prend en compte aussi, au-delà des primo-votants qui viennent s'inscrire, ceux qui changent de circonscription électorale. Et aussi la révision électorale doit permettre d'enlever automatiquement du fichier électoral les personnes qui ont perdu la capacité d'être électeurs. Voilà concrètement ce qui se passe. Mais une personne qui n'a pas demandé à changer de lieu de vote, qui est vivante, qui a sa carte physique avec elle, qui a voté aux dernières élections et qui n'a pas été empêché par la justice, c'est-à-dire qu'aucune condamnation qui lui fait perdre ses droits civiques, mais cette personne ne doit pas disparaître du fichier électoral. Cette personne ne doit pas disparaître du fichier électoral. Alors, moi je voudrais que le Conseil constitutionnel du Sénégal, avec tout le respect qu'on leur doit, comme ce sont des sages, que ces sages-là viennent nous dire pourquoi, dans les locaux du Conseil constitutionnel, sont consignés dans les cartons qu'on a entassés de façon extrêmement désordonnée dans leur bureau, que des personnes qui ont signé, qui ont apposé leur signature sur les procès-verbaux des élections de 2017, et c'est dans leur bureau aux Almadies, je dis bien, c'est dans leur bureau, comment ces gens-là ont été extirpés du fichier électoral, au point où le Conseil constitutionnel nous donne un document avec un motif de rejet non électeur. Nous voulons juste comprendre. Nous voulons comprendre. Ce n'est pas une question compliquée. Comment des gens présents sur le fichier électoral de 2017, électeurs, d'autres élus, comment ces personnes-là, qui disposent de leurs droits civiques, ont disparu du fichier électoral? Voilà la question très simple que nous posons au Conseil constitutionnel. Tout simplement. Ni plus ni moins. Et ils nous doivent une réponse puisqu'ils sont sages. Les sages doivent nous calmer. Dites-nous comment des personnes inscrites sur le fichier électoral de 2017, qui n'ont pas demandé à changer de circonscription, qui sont toujours électeurs, qui disposent de leur carte CEDEAO, à aujourd'hui, au moment où je vous parle, comment ces personnes-là ne sont plus non électeurs? Comment? Pas une question compliquée. Comment?
Voilà la vraie question qu'on va poser et voilà les vraies questions et les documents que nous montrerons à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Nous ne sommes pas dans les approximations, encore une fois. Moi je dis, nous n'avons pas déposé des fichiers avec 7 ou 8 ou 9 chiffres. Nous avons déposé des dossiers avec les chiffres qu'il faut et c'est le Conseil constitutionnel qui nous retourne des documents, un document interne du Conseil constitutionnel officiel, motif non électeur et qui exclut des électeurs en disant que c'est des non-électeurs. Alors maintenant, nous devons quand même avoir peur. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer? Les personnes qui ont été rejetées pour non-électeurs, le jour de l'élection du 24 février 2019, vont se présenter dans le bureau de vote. Pour Fatima Tatal, elle ira à l'école à Podor, elle ira à l'école Racine Chef Sow, dans le bureau numéro 1, et elle doit voter. Alors, si cette personne vient dans son bureau de vote, à l'école Racine Sow de Podor et qu'on lui dit que vous n'êtes pas électeur, il y a un vrai problème. Et il y aura des perturbations dans le Sénégal. Parce que moi, personnellement, personne ne m'empêchera de voter en 2019, s'il plaît à Dieu. Parce que je dois voter à l'école Nicolas Songo Faye à Mboutoukoulo dans le bureau numéro 4. Parce que j'ai une carte d'identité CEDEAO où c'est écrit, où ça n'a pas encore changé. Donc voilà ce qui se passe réellement. Moi je voudrais alerter l'opinion nationale sur ce qui se passe. Donc voilà, pour preuve, je vous montre, voilà moi ma carte d'identité CEDEAO. Elle est là, ma carte d'identité CEDEAO. Elle est là. Et derrière, il n'y a pas non électeur, c'est bien électeur, je suis électeur. Je vote à Mbour, lieu de vote c'est Nicolas Sango Faye, dans le bureau numéro 4. Ça c'est l'école qui est l'école élémentaire à Mbour-Toucouleur. Et j'ai voté là-bas. J'ai voté là-bas au même moment avec le ministre d'État, M. Mahmoud Saleh, qui vote dans le même bureau de vote. Que j'ai salué, avec qui j'ai échangé dans le bureau, dans l'école Mbour-Toucouleur. Donc j'espère quand même qu'en 2019, on me dira que vous n'êtes pas sur les listes électorales. Donc, je voudrais alerter l'opinion sur ce qui risque de se passer ici au Sénégal si nous ne faisons pas attention. Parce que des gens qui ont leur carte d'identité ont été déclarés non électeurs. Au-delà de la candidature, parce que pour nous, la candidature, elle est derrière nous maintenant. Nous savons, moi je sais qu'aujourd'hui, Mme Aïssata Sall, que je soutiens, elle ne sera plus candidate, parce que c'est ce qu'ils ont décidé. Donc, pour moi, c'est passé. Et je mets le cap sur l'avenir, mais maintenant, je suis un acteur politique. J'alerte sur cette situation extrêmement dangereuse qui risque d'arriver au Sénégal. Que des Sénégalais disposant de leur carte d'électeur se présentent dans leur bureau de vote habituel et qu'on leur dise que votre nom n'est pas sur la liste électorale. Ça s'était passé ici en 2017 déjà. Et là, ça risque de se passer encore en 2019. Et voilà, aujourd'hui, mon appel au président Macky Sall. Le Sénégal ne mérite pas ça, M. Macky Sall. Si vous gagnez dans ces conditions-là, si effectivement tous vos conseillers tapis dans l'ombre vous poussent dans cette volonté effrénée de passer au premier tour, d'écraser l'opinion, d'écraser l'opposition, de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais sachez, Monsieur le Président, que tout empire périra, comme disait Zaki Laïdi. Tout passe, tout, je dis bien tout passe. Vous pouvez gagner en 2019, très bien, mais dans 5 ans, ce sera terminé. Et vous serez un jour au tribunal des accusés. Et je ne vous le souhaite pas. Donc, il faut changer cela. Et vous êtes la seule personne aujourd'hui à changer cela parce que malheureusement, les gens qui sont autour de vous ne vous disent pas la vérité. Les gens qui sont autour de vous, rappelez-vous, ce sont les gens qui étaient autour de Abdou Diouf, qui l'ont lâché quand Abdou Diouf est tombé. Aujourd'hui, ils avaient lâché Abdou Diouf pour aller être autour de Abdoulaye Wade, pour lui raconter des balivernes. Et quand Abdoulaye Wade est tombé, ce sont ces gens qui sont aujourd'hui autour de vous. Donc j'espère que vous êtes assez, quand même, que vous rendez compte de cela. Ce sont ces mêmes personnes qui ont perdu Abdou Diouf, qui ont perdu Abdoulaye Wade, qui sont aujourd'hui autour de vous, simplement pour leurs intérêts personnels. Et heureusement, encore au Sénégal, qu'il y a des hommes politiques de la hauteur de Maître Aïssata Sall et qui restent intransigeants et qui restent dans une constance exceptionnelle et qui croient en leurs convictions. Heureusement. Mais ce que je vous souhaite, Monsieur le Président Macky Sall, c'est que vous vous ressaisiez. Parce qu'au rythme où les choses vont, je puis vous assurer que vous allez vers l'abîme. Même si vous gagnez en 2019, sachez que vous avez créé des précédents extrêmement graves au Sénégal et que vous avez créé de la haine dans les cœurs et que tôt ou tard, vous serez au banc des accusés. Je vous le dis, ceux qui sont autour de vous,
qui ne sont intéressés que par leur position personnelle, n'ont pas la franchise et l'honnêteté de vous dire que le pays va très mal. Moi, je vous le dis, je n'ai aucun intérêt à vous mentir. Que vous gagnez en 2019 ou que vous ne gagnez pas, moi, Babacar Ba, ça ne m'empêchera pas de vivre. Je vais continuer à faire ce que je fais par la grâce de Dieu. Je continuerai à faire le tour du monde, à faire ce que je dois faire. That's what it is. C'est comme ça. Et je me battrai pour ma localité qui est la ville de Mbour. Et ça, c'est le prochain combat et c'est extrêmement transparent. Mais je vous souhaite un avenir meilleur, un avenir plus radieux. Je vous souhaite de rentrer dans l'histoire, Monsieur le Président. Et ce que vous faites ne vous fera pas rentrer de belle manière dans l'histoire. Parce que vous avez créé des conditions de dégénérescence, des conditions de perturbation dans le Sénégal. Et le Sénégal ne mérite pas ça. Donc j'ose espérer que vous êtes un digne fils du Sénégal. Au-delà de la compétition électorale, vous êtes le président de la République du Sénégal. Le président de la République, c'est au-dessus du président de l'APR. Parce que ceux-là qui théorisent aujourd'hui l'APR, le jour où vous allez tomber, et un jour viendra, ce sera le cas, parce que de toute façon, même si vous gagnez, la Constitution ne vous permettra pas de continuer. Le jour où vous serez plus président, ces gens qui vous entourent, qui chantent vos louanges à longueur de journée, vont migrer vers le nouveau pouvoir en place. That's what it is. C'est ce qui se passe ici dans ce pays. Ceux qui sont à côté de vous étaient avec le président Senghor. Il y en a qui ont été avec le président Diouf. Après, ils ont été avec le président Ouad. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Demain, vous ne serez plus là, ils seront avec d'autres personnes. Parce que je rappelle ici, quand même, qu'il y a des gens qui ont fait tous les régimes depuis les indépendances et qui sont aujourd'hui avec vous. Et que tout le monde connaît, que tous les Sénégalais connaissent. Et d'ailleurs, qui sont les personnes politiques les plus violentes que l'histoire politique du Sénégal n'a jamais connues. Ce sont ces gens-là qui sont autour de vous. Quand vous tomberez ou quand vous finirez votre mandat, ils vous lâcheront et ils iront vers les prairies du nouveau pouvoir. Voilà la réalité, Monsieur le Président Macky Sall. Moi, je vous souhaite du fond du cœur de réussir. Mais je souhaite qu'on alterne votre régime en 2019 parce que c'est mon combat politique. Et que si vous gagnez, que nous puissions être ici en tant que citadelle de la démocratie et de dire ce que nous pensons dans la marche du pays. Puisque le Sénégal nous appartient à nous tous. Donc voilà concrètement ce qui s'est passé. Et mon appel aujourd'hui à ces nombreux militants et responsables et à mes amis de l'APR. J'ai beaucoup d'amis, moi, dans la mouvance présidentielle. Beaucoup d'amis que je respecte beaucoup, avec qui je discute beaucoup, pour qui j'ai un respect incommensurable. Et je sais que ce sont des gens de bien, qui ne méritent pas cette responsabilité collective de dire que le régime APR est en train de faire tanguer dangereusement le Sénégal. Il y a une certaine habilité, moi je vous invite à être beaucoup plus gentleman, Monsieur le Président. Soyez beaucoup plus gentleman, soyez beaucoup plus démocrate, acceptez la compétition et au soir de l'élection, celui que Dieu a déjà décidé que ce sera lui le prochain président du Sénégal, no matter what, ce sera cette personne-là le prochain président du Sénégal. No matter what we will do, si Dieu en a décidé, ainsi sera-t-il. Si vous devez être réélu, ainsi sera-t-il. Mais travaillez à ce que cette victoire soit une belle victoire. Que vos adversaires puissent au soir-là vous féliciter. Parce qu'il n'y a rien d'admirable et de glorieux à vaincre dans la force si on pouvait le faire dans le droit et dans la justice. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc je voudrais en tout cas vous alerter encore, Monsieur le Président Macky Sall, vous dire que l'avenir du Sénégal est entre vos mains. Et méfiez-vous de ces conseils du jour, puisque demain, si vous n'êtes plus au cœur du pouvoir, ils vous lâcheront et ils seront avec le nouveau, tout simplement, parce que c'est comme ça. Et que sera seul votre nom qui retentira dans les pages de l'histoire. Ce sont les pages d'un livre qui raconte l'histoire. Le livre se ferme toujours, mais l'histoire continue toujours. Et cette histoire, je pense que vous ferez en sorte d'y rentrer de belle manière. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Et je pense que le Sénégal a toujours surmonté ces montagnes de contradictions. Nous avons ici, en tout cas, des stabilisateurs de notre société. Si j'étais à votre place, j'aurais initié ce dialogue nécessaire aujourd'hui, au moment où je vous parle, en mettant tous nos chefs religieux, musulmans comme chrétiens, dans le jeu, pour qu'ensemble, nous puissions trouver les conditions d'une élection présidentielle apaisée. Je dis bien apaisée.
Parce que là où nous en sommes aujourd'hui, c'est un dialogue de sourds, personne n'écoute personne et on s'achemine vers des lendemains extrêmement difficiles. Si vous avez foi en votre plan Sénégal émergent, si vous voulez atteindre l'émergence en 2035 comme vous le dites, nous pensons que ce n'est pas possible. Si vous pensez que c'est possible, vous ne devez pas perdre du temps après une élection que vous aurez gagnée par la force et que s'en suivra en tout cas des longs mois, voire des années de perturbation. Ceux qui vous conseillent cela vous poussent vers votre perte parce que la temporalité elle est extrêmement courte pour votre second mandat. C'est 5 ans, ni plus ni moins. 5 ans. Après, des théoriciens du premier mandat ne fait pas partie, ça reviendra. De toute façon, nous le savons, qu'ils vont commencer à théoriser. Puis la guerre de succession dans votre camp aura lieu. De toute façon, ça aussi nous le savons, que vos lieutenants, aujourd'hui, ils font semblant de vous soutenir. Au lendemain de votre élection, la guerre de succession s'ouvrira à la paire, puisque nous savons fondamentalement tous les prétendants qui se préparent avec des moyens colossaux. La guerre va éclater et ces personnes-là vont saboter. Vos 5 ans de mandat risquent d'être un mandat à problème extrêmement compliqué. Voilà concrètement la vérité, Monsieur le Président. Donc c'est à vous de changer cela. En tout cas, moi je vous le souhaite de tout cœur, en étant votre adversaire politique. Je vous souhaite que le meilleur, je vous souhaite de réussir et je souhaite que la chose que nous partageons ensemble, qui est le Sénégal, soit préservée. Et vous êtes le premier acteur qui doit préserver le Sénégal. Et c'est mon appel ce soir de dire, Monsieur le Président, il n'est pas encore trop tard de changer la donne. Vous devez calmer le jeu, vous devez calmer les esprits, vous devez être beaucoup plus fair play, même si vous savez que vous allez gagner. Là, le compétiteur fair play, c'est celui qui n'essaie jamais d'écraser son adversaire. C'est cela la gloire. Et c'est cela être fair play. Si au soir de l'élection vous gagnez, tant mieux, on vous souhaitera bonne chance. Parce que c'est le Sénégal qui a toujours été, pour notre part, notre essentiel. C'est le Sénégal, toujours et encore le Sénégal. Pour notre part, de la coalition Osez l'avenir. Donc je vais terminer ce propos, en tout cas réitérant cet appel du cœur à Monsieur le Président de la République, au-delà de vos plans de réélection au premier tour, parce que tout ça, nous savons concrètement que ce n'est pas possible, qu'il y aurait inéluctablement et inexorablement un second tour dans ce pays. Nous savons, au-delà de tout ça, que vraiment nous ne souhaitons pas qu'on ait des perturbations au Sénégal, puisque notre pays est un exemple de paix, de démocratie. C'est l'un des derniers maillons de la chaîne en Afrique. C'est un havre de paix, de stabilité. Le Sénégal vote depuis 1848 et nous sommes un petit pays et un grand peuple, une grande démocratie, chantée partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous êtes le 4e président du Sénégal. Vous avez cette lourde responsabilité de ne pas faire moins que vos 3 prédécesseurs et de léguer un autre Sénégal, un meilleur aux générations futures. Voilà concrètement, je pense, l'esprit même de votre plan Sénégal émergent. Léguer aux générations futures un meilleur Sénégal. Et donc, vous devez tout faire pour éviter que ce Sénégal-là brûle. Mais moi, je peux vous dire que tous les ingrédients, Monsieur le Président, sont réunis pour que le Sénégal brûle. Et nous prions tous les jours pour que cela n'arrive pas. Donc, il faut, je pense, rediscuter. Il faut calmer le jeu. Il faut dire le droit, rien que le droit. Il faut laisser librement vos candidats se présenter en toute transparence, en toute démocratie et laisser le peuple seul souverain pour décider de son prochain président de la République. Je voudrais donc, au-delà de cet appel, adresser mes sincères félicitations à tous les candidats à la présidentielle de la République, parce que ce n'est pas facile. Et particulièrement tous ces jeunes leaders qui sont arrivés sur la scène politique. Parce que nous les avons vus, la manière dont ils se sont déployés sur le terrain. Donc à toutes ces personnes qui se sont levées avec l'intention d'améliorer le quotidien de leurs compatriotes sénégalais, nous leur disons merci. Et pour finir, renouveler mon engagement et ma ferme détermination et mon soutien exceptionnel et sans faille à la grande dame qu'est Maître Aïssata Tall Sall. Je l'ai décidé, je le réitère et je le rappelle. J'ai décidé de soutenir cette grande dame pour plusieurs raisons. Et ce sont dans les moments difficiles que se révèlent les vrais amis, comme les étoiles dans la nuit, disait le proverbe chinois.
à Maître Aïssata Tall Sall, je voudrais lui redire mon soutien inconditionnel à l'accompagner dans ses projets actuels et futurs pour qu'ensemble nous puissions permettre un jour l'avènement de cette société de progrès que nous avons proposée aux Sénégalais et prier enfin pour que le Sénégal, en tout cas, puisse rester dans le calme, pour que le Seigneur puisse continuer de déverser sa miséricorde sur le Sénégal. Vive la République, vive le Sénégal, je vous remercie.